Madame, Monsieur, bonsoir. Deux distinctions du Maroc au menu de questions éco ce soir, avec d'abord de la finance internationale en première partie et cette triple consécration marocaine au Global Capital Bonds Awards. En gros, le Royaume, selon l'institution britannique, est un très bon élève sur le marché de la dette. Comment ce bon classement impacterait la confiance de la communauté des investisseurs internationaux en la solvabilité du Maroc? Réponse de Hassan Dez de la direction du Trésor et des Finances extérieures au ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration. En seconde partie de questions éco, retour sur cette autre distinction internationale du Maroc, sur le volet énergie propre cette fois. Le Maroc figure en effet parmi une trentaine de pays annoncés comme champions mondiaux du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l'énergie. Qu'implique cela concrètement? Quel est le poids aujourd'hui de la politique climatique dans les enjeux diplomatiques? Hafed Boutaleb, expert en relations internationales, nous en dira plus. Bienvenue à toutes et à tous. Et avant de joindre notre premier invité, je vous laisse avec ce papier introductif de Younes Benzineb sur les Global Bonds Awards. And our winner is Morocco. Meilleur émetteur des obligations à l'international en Afrique, deuxième meilleur émetteur dans la catégorie marché émergent et meilleur responsable du marché financier international dans la région Afrique. Le Maroc s'est distingué à 3 reprises dans le classement Global Capital Bonds Awards 2021. Un prix décerné par une société basée à Londres, jouissant d'une réputation internationale, notamment pour l'analyse des transactions financières sur les marchés financiers internationaux. Global Capital procède à des classements annuels sur la base de sondages de marché des différents acteurs selon leur secteur d'activité. Ces distinctions consacrent la réussite remarquable de l'emprunt obligatoire émis par le Maroc le 8 décembre 2020 et qui a marqué son retour sur le compartiment du dollar après une absence de 7 ans, se félicite le ministère des Finances, précisant que cette émission, qui avait porté sur un volume de 3 milliards de dollars, avait connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux, avec un livre d'ordre qui a dépassé les 13,5 milliards de dollars. Et nous venons de le voir dans ces images. Il est avec nous depuis Rabat, Hassan Dez, adjoint de la directrice du Trésor et des Finances extérieures au ministère des Finances. Bonsoir, Monsieur Dez, merci d'être avec nous. Bonsoir madame et bonsoir pour l'invitation. Alors, cette question, que signifient concrètement ces distinctions du Maroc à ces Global Bonds Awards? Je rappelle tout d'abord que cette distinction concerne, ce classement qui est fait par Global Capital, concerne la période, il porte sur la période d'une année généralement qui commence de juillet donc l'année dernière 2020 à juin de cette année. Et pendant cette période, le Maroc il a fait 2 émissions à l'international. La première, c'était en septembre 2020, qui a porté sur 1 milliard d'euros. Et la deuxième en décembre 2020, qui a porté sur 3 milliards de dollars. Et donc, cette distinction concerne beaucoup plus donc l'émission en dollars. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'aux yeux des professionnels du marché financier international, c'était une opération très, très réussie. Et les facteurs de succès sont nombreux. Premièrement, il y a un accueil très favorable de la part des investisseurs. On se souvient, il y avait un livre d'ordre qui a dépassé les 13 milliards et demi de dollars pour une émission qui a porté sur 3 milliards de dollars. Ça veut dire que l'émission a été souscrite plus de 4 fois. Donc ça montre cet appétit pour le risque Maroc, pour le papier Maroc, et la confiance dont ces investisseurs disposent, ils ont pour le Maroc. Deuxième élément de succès, c'est la taille, donc 3 milliards de dollars pour la première fois pour le Maroc. La dernière émission la plus importante, c'était 1 milliard, il a porté sur 1 milliard et demi de dollars en 2012. Donc, de par sa taille, elle est très importante. De par aussi les conditions financières. Donc, ce sont des conditions très intéressantes. Du fait que la demande était très importante, on a pu réduire les taux d'intérêt à des niveaux très très bas. Juste à titre d'exemple, le 30 ans que nous avions émis, il est sorti avec un coupon de 4%.
alors qu'en 2012, c'était en fait de 5,5. Donc, ça veut Mhm. dire, ça montre un peu l'intérêt et la confiance de ces investisseurs dans la qualité du Maroc. Et le Maroc, bien sûr, il jouit de plusieurs atouts. Tout d'abord, la stabilité politique très ancrée au Maroc, les fondamentaux macroéconomiques et la résilience économique face aux chocs exogènes, un environnement social apaisé et surtout, le Maroc, c'est un grand réformateur, donc beaucoup de réformes, aussi bien sectorielles que structurelles, qui sont menées par le Maroc sous l'égide de Sa Majesté et qui donnent de la visibilité aux investisseurs et donc qui créent cette confiance dans la qualité de la signature du Maroc. Très bien. Hassan, en parlant de confiance, il y a certes tous ces atouts, mais ça n'a pas manqué, en tout cas ça n'a pas aidé à ce que les agences de notation, et notamment celle de Standard & Poor's, d'abaisser la note du royaume, la note souveraine de la dette du royaume. Alors si on devait peut-être comparer entre les classements comme celui de Global Capital et ceux des agences de notation, quels sont les classements qui impactent le plus la communauté des investisseurs internationaux sur le marché de la dette? En fait, ce sont deux logiques différentes. Les agents de notation, ils se basent bien sûr sur des analyses, sur l'analyse de facteurs qualitatifs et quantitatifs, facteurs donc politiques, économiques et sociaux. Et donc, il faut une analyse pour classer, disons, et pour évaluer le risque qu'un émetteur peut avoir en termes de capacité de remboursement de sa dette. Et c'est une analyse qui se fait 2 fois par an, et donc elle est plutôt conjoncturelle. Donc, l'abaissement de la notation du Maroc, c'est beaucoup plus lié à une conjoncture très difficile. Donc, comme vous le savez, donc la pandémie du Covid, donc il y a un impact sur pratiquement tous les pays du monde. Et donc, du coup, il y avait une dégradation d'un certain nombre d'indicateurs, notamment la croissance économique, le déficit budgétaire. Et du coup, de manière, je dirais, tout à fait mécanique, les agences, ils ont abaissé la note. Ceci dit, finalement, qui prend le risque? Ce sont les investisseurs. C'est celui qui va mettre son argent sur une Absolument. longue maturité, par exemple le 30 ans. Et donc, pour nous, ces distinctions sont d'une grande importance. Ça montre que malgré cette dégradation de la note du Maroc, les investisseurs continuent à avoir confiance dans les fondamentaux de notre pays, dans ses atouts, dans ses perspectives à long terme. Et donc, c'est très, très important comme message aux confiances. Ça permettra certainement de susciter l'intérêt d'autres investisseurs qui n'ont pas peut-être investi jusqu'à maintenant dans les titres marocains. Ça permettra d'élargir la base d'investisseurs. Par conséquent, ça contribuera à améliorer les conditions de financement pour Donc lors à des des taux prochaines meilleurs. émissions. Donc ce que vous dites, c'est que Voilà. cela devrait améliorer également les taux sur lesquels seront basés ces emprunts futurs du Maroc. En principe, c'est-à-dire dans l'absolu, oui, parce que bon, il y a d'autres facteurs aussi il y a le contexte du moment de la sortie, il y a aussi la perception du risque des pays émergents de manière globale, mais il y a une différenciation par pays et donc normalement l'élargissement de la base d'investisseurs devrait améliorer en tout cas le spread qui évalue le risque pays, devrait améliorer le spread. Et les taux, ils dépendent aussi d'autres facteurs qui sont liés au taux d'intérêt sur les marchés financiers internationaux de manière générale. Très bien. Alors, je voudrais juste m'arrêter parce que dans le communiqué du ministère, il y a cette question du retour réussi du Maroc sur le compartiment dollar. Si vous pouviez nous expliquer davantage. Juste pour rappel, donc 7 ans que le Maroc n'a pas fait de levée sur ce compartiment. Que signifie cela, Hassan Daz? Cette fois-ci, donc après 7 ans d'absence, nous sommes retournés sur le compartiment de dollars et sans faire de roadshow en présentiel. C'était juste un net roadshow à cause bien sûr de la pandémie. Et quand même, cette émission a eu
un succès éclatant, je dirais, d'ailleurs du témoignage des investisseurs et des professionnels du marché financier international. Donc, ça veut dire que malgré cette absence, c'est-à-dire les investisseurs n'ont pas eu l'occasion de voir de près l'émetteur pour qu'ils puissent un peu leur parler donc de la situation économique, politique et sociale du Maroc, de leur parler des dernières réformes. Malgré cela, donc, ça n'a pas empêché ces investisseurs de souscrire massivement à notre emprunt. Et donc, ça témoigne toujours, comme je dis, de la confiance. Et malgré la dégradation de la note, ça n'a pas altéré la confiance des investisseurs parce qu'ils savent que le Maroc, c'est un pays qui a une politique, une certaine discipline en matière de politique économique, en matière de réforme. Et donc, les perspectives à long terme sont plutôt bonnes et inspirent confiance. Alors, quand on dit le long terme, en tenant compte encore une fois de cette conjoncture Covid, est-ce qu'on pourrait maintenir ce classement tout en impulsant une relance solide, Hassan Daz? Alors, le Maroc, bon, c'est un émetteur sur le marché financier, mais ce n'est pas un émetteur fréquent. On ne sort pas tous les années, etc. C'est vrai que ces 2 dernières années, on est sorti 3 fois parce qu'il y avait la conjoncture un peu défavorable, mais donc on n'émet pas de manière très fréquente comme d'autres pays. Et donc on essaie toujours de saisir les meilleures opportunités pour avoir les meilleures conditions de sortie possibles. Donc ce qui nous donne plus de chances d'être en tout cas parmi les nominés à chaque fois qu'il y a une émission. Donc, pour nous, en fait, la question, c'est pas de maintenir ou de ne pas maintenir, c'est beaucoup plus, c'est la confiance qu'il faut. À chaque fois qu'il y a une sortie, on essaie de nous assurer des meilleures conditions pour que ça impacte de manière très positive les conditions de financement, c'est-à-dire les taux d'intérêt, qu'il y ait un livre d'ordre très important, qu'il y ait une certaine diversification de la base d'investisseurs et comme ça, donc ça nous permet d'utiliser cette possibilité de financement parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Maroc, donc nos besoins de financement de manière générale sont modérés, ne sont pas énormes. Et nous nous basons davantage sur le marché financier domestique, donc intérieur pour nous financer. Et ça, c'est une fenêtre que nous utilisons à chaque fois que c'est nécessaire. Et il y a aussi d'autres objectifs en matière de reconstitution de nos avoirs extérieurs et en matière aussi de stratégie de financement. Nous essayons de diversifier nos sources de financement de manière à toujours avoir des sources disponibles dans de meilleures conditions. Et donc, c'est très important pour nous, effectivement, d'être parmi les nominés, donc l'année où nous sortons. Comme j'ai dit, on ne sort pas toutes les années. Toutes les années. Merci beaucoup Hassan Daz de la Direction du Trésor et des Finances extérieures au ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et nous plantons d'abord le décor avec Younes Benzineb qui revient sur le concept de champion mondial du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l'énergie. Le Maroc figure parmi une trentaine de pays annoncés comme champions mondiaux du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l'énergie. Une réunion au sommet convoquée en septembre prochain à l'initiative du secrétaire général de l'ONU. Ces champions mondiaux contribuent à éclairer un plan d'action mondial pour parvenir à une énergie propre pour tous à l'horizon 2030, précise l'agence onusienne. Le département des affaires économiques et sociales de l'ONU estime que leurs actions permettent ainsi d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 7 dans les délais convenus et stimuler une action climatique décisive, accélérant ainsi les efforts pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le rôle est également d'inspirer des engagements sur les thèmes choisis pour cette rencontre. Sur les 5 thèmes choisis, 3 portent sur l'avancement de progrès substantiels sur l'accès à l'énergie et la transition énergétique.
Les deux derniers thèmes, quant à eux, sont axés sur les moyens d'atteindre les objectifs de développement durable à travers l'innovation, le financement et l'investissement. J'ai le plaisir à présent d'accueillir depuis Casablanca Hafed Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir Hafed Boutaleb, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Khadija Ihsan. Le Maroc, champion mondial du dialogue de haut niveau sur l'énergie, concrètement, que symbolise cette consécration? Et ce n'est pas la seule, puisque le Maroc figure aussi dans le top 4 mondial de l'indice de performance climatique. Oui, et puis aussi, il faut souligner, au mois de février dernier, la directrice du programme des Nations Unies pour l'environnement, Inger Andersen, avait qualifié le Maroc de pays modèle pour les énergies renouvelables et l'investissement qui a été fait notamment dans les énergies renouvelables. Donc, et par rapport à cette nouvelle consécration, nous faisons partie d'une trentaine de pays, seulement 4 en Afrique, le Nigeria, le Kenya, l'île Maurice. Donc, ce sont des champions économiques et le Maroc aussi. Et donc, oui, c'est un bon point pour le Maroc et qui montre clairement que notre pays continue dans ses efforts d'adaptation à la nouvelle économie, de lutte contre le changement climatique, réduction des gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Et donc, ce nouveau dialogue que souhaite promouvoir le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, associe 2 engagements internationaux fondamentaux. Le premier, ce sont les objectifs de développement, les fameux ODD. Donc là, c'est l'objectif numéro 7. Vous savez que ce sont les objectifs de développement que les Nations Unies ont fixés et que tous les États du monde doivent réaliser avant 2030 pour pouvoir réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie, la qualité de vie des êtres humains partout sur Terre. Donc, ça, c'est l'objectif numéro 7. Son but est d'assurer pour tous une énergie renouvelable et une énergie propre qui soit aussi disponible et pas chère. Et le deuxième engagement que promeut aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies est donc directement lié au sommet sur le climat qui avait été tenu en avril à l'initiative du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Et à l'issue de ce sommet, les grandes nations du monde s'étaient engagées sur la neutralité totale carbone en 2050 et un pacte mondial pour les énergies propres à l'horizon, pour généraliser donc en tout cas les énergies propres à l'horizon de 2030. Et pour résumer un petit peu, le président français Emmanuel Macron avait dit que le 2030 est le nouveau 2050 et qu'à partir de 2021, tous les engagements qui avaient été faits auparavant pour 2050 sont aujourd'hui pour 2030. Et aujourd'hui, on voit que le Maroc fait partie des principaux acteurs à l'international qui vont permettre alors, le Maroc, principal acteur international, mais aussi, ça reste quand même un petit pollueur. Alors, comment décririez-vous le rôle du Maroc en tant qu'encore une fois petit pollueur, comme champion mondial, comme cela a été décrété par l'ONU? Ça n'a jamais été lié à, on va dire, au nombre, au taux d'émissions qui sont émises par chaque économie. Au sein des Nations Unies, et la philosophie des Nations Unies veut que tous les pays, aussi petits soient-ils, ont un poids et ont un rôle à jouer et un rôle qui est aussi important les uns que les autres. On se souvient que la COP23 a été organisée par un pays tout petit qui est les îles Fidji, qui a moins d'1 million d'habitants, une petite île du Pacifique qui a organisé la plus grande conférence des Nations Unies dans le monde. Et donc, on ne peut pas dissocier le rôle des pays les uns des autres. Et c'est en cela que lorsqu'un pays, quel qu'il soit, y compris le Maroc, parvient à réaliser
des réalisations importantes et accomplir ce que ailleurs n'a pas été encore accompli, notamment dans la production d'énergie verte et dans l'ambition d'aller encore plus loin, notamment avec l'hydrogène vert par exemple, eh bien, il faut saluer ce rôle et il faut inciter ces pays-là, comme le Maroc, à aller faire du lobbying auprès des autres nations. Notamment, c'est le rôle que le Maroc devra jouer avec ses homologues en Afrique et puis dans le monde, ces 30 pays champions des énergies propres. C'est le rôle qui incombera au Maroc en préparation de ce fameux dialogue de haut niveau en septembre 2030 qui aura lieu donc sous le parrainage de l'Assemblée générale des Nations Unies et piloté directement par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, si on parlait diplomatie, avant de revenir à l'hydrogène vert, vous l'avez évoqué, c'est très important comme à souligner, à côté des énergies solaires et éoliennes. La politique climatique dans la diplomatie, aujourd'hui, plus que jamais, vitale, essentielle. C'est-à-dire qu'il y a une course à l'énergie, on va dire à l'économie verte. On se souvient que pendant la guerre froide, il y avait une course à l'armement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, eh bien, les deux géants dans le monde, ce sont les États-Unis et la Chine, ne se livrent pas une course à l'armement, ils se livrent une course à celui qui aura le moins d'émissions de CO2, celui qui polluera le moins et celui qui aura l'économie la plus verte et donc la plus compétitive, la plus exportable possible. Et ça, c'est récent, effectivement. C'est depuis l'élection de Joe Biden, puisque les élections aux États-Unis de 2020 ont été les élections avec les programmes les plus verts. On a eu un programme exceptionnellement vert chez les démocrates, mais même chez les républicains, en 4 ans à peine, avec un président climato-sceptique qui était Donald Trump, il a fini par reconnaître l'impact humain sur le réchauffement climatique. Et donc ça prouve que même aux États-Unis, même dans les lobbies les plus conservateurs par rapport à cette question du changement climatique, eh bien, il y a un changement de fond. Et aujourd'hui, résolument, la première puissance économique mondiale s'est orientée à défendre toutes les politiques de lutte contre le changement climatique, à verdir son économie le plus vite possible. Et donc, cela impacte par effet de domino toutes les autres puissances mondiales. Très bien. Revenons sur l'hydrogène vert, Hafed Boutaleb, et ce programme Power to Gas. Donc, finalement, on y revient en force à ce programme Power to Gas qui est resté en stand-by depuis quelques années maintenant. Ben, écoutez, l'hydrogène vert est une réelle opportunité pour un pays comme le Maroc, puisque vous savez que, bon, il y a Power to Gas, mais il y a plusieurs autres déclinaisons. Power to X, on dit en général, puisque le X, c'est toutes sortes d'énergie qui pourraient être, en tout cas, ou toutes sortes de finalités qui pourraient donc être servies par l'hydrogène vert. Alors, l'hydrogène vert, c'est simple. L'objectif, enfin, en tout cas, on va dire le procédé de fabrication, c'est allier de l'eau avec de l'énergie propre. Hein, et c'est la seule distinction avec l'hydrogène en général. Bien sûr, il y a de l'hydrogène qu'on trouve en sous-sol, mais on peut produire de l'hydrogène avec de l'électricité en général et de l'eau. Ça s'appelle procédé d'électrolyse. Mais l'hydrogène vert, c'est l'électrolyse, mais avec des énergies propres, des énergies que sont les éoliennes, les énergies solaires photovoltaïques, et puis on a aussi la biomasse. Donc, et puis bien sûr, il faut souligner, il y a l'efficacité énergétique, qui est de plus en plus considérée comme une énergie à part entière. Mais l'hydrogène vert donc, permet, par rapport à ces énergies propres, de contourner ce problème d'intermittence, puisque les énergies, quand il n'y a pas de soleil, quand il y a un nuage qui passe, il n'y a plus de soleil, et quand il n'y a pas de vent, eh bien, l'éolienne ne tourne pas, et donc ce qui fait qu'il y a moins d'énergie dans le réseau, et à l'inverse, quand il y a trop de luminosité ou trop de vent, eh bien, il y a trop d'énergie dans le réseau. Donc l'hydrogène vert permet de stocker de l'énergie, cette énergie qui est en trop dans le réseau. Mais rapidement, est-ce que c'est très bien, ça a des atouts, mais ça nécessite une denrée qui est rare, qui se raréfie, qui est l'eau. Est-ce qu'on y a pensé dans ces stratégies et ces programmes mis en place
pour l'utilisation d'hydrogène vert au Maroc? Oui, bien sûr, mais pour produire de l'hydrogène même en quantité, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau en quantité. C'est vrai que le Maroc fait partie des pays qui sont exposés au stress hydrique. Absolument. Il n'en demeure pas moins que pour aller dans la production d'échelle de l'hydrogène, il n'est pas non plus nécessaire d'épuiser les nappes phréatiques ou d'aller dans une dans une utilisation industrielle des capacités aquifères du Maroc. Donc, nous sommes totalement en capacité d'assumer une production d'hydrogène vert à partir des ressources que nous avons. Et il ne faut pas oublier aussi que le Maroc s'est lancé dans une politique très ambitieuse pour l'eau, avec pour objectif d'atteindre jusqu'à 30 milliards de mètres cubes d'eau pour d'ici la fin de la décennie, et en utilisant du dessalement d'eau de mer. Et on peut imaginer qu'avec simplement du dessalement de l'eau de mer, nous pourrons produire de l'hydrogène vert qui pourra pallier donc aux énergies renouvelables que nous produisons maintenant déjà en conséquence, et qui pourra aussi être exporté, on imagine, et c'est déjà dans le pipe, vers l'Union européenne ou vers d'autres pays au Maghreb ou en Afrique. Merci beaucoup. Merci Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée.